matinale. Donc, je vais faire une très courte introduction pour cette session psychédélique Retour à le futur. Donc, comme très brièvement, comme vous le savez peut-être, depuis quelques années, on assiste à la réémergence de l'idée d'utiliser des substances psychédéliques qui ont été qualifiées de psychédéliques en 1955 ou 56 par Osmond, qui était un psychiatre anglais qui travaillait au Canada. Et donc ces substances regroupent en fait des centaines de composés. Il y a tout un débat aussi sur la façon de les dénommer, puisqu'on peut les dénommer par leurs effets, les antéogènes, les entactogènes, les empathogènes, les hallucinogènes. Et on peut essayer de les dénommer par leur structure chimique. Et en fait, voilà, la correspondance de ces choses n'est pas tout le temps immédiate. Je signale d'ailleurs à cet effet qu'il y aura un débat sur ce sujet-là avec le président des JNPN, Pierre-Michel Lorca, et une historienne qui s'appelle Zoé Dubus au Congrès français de psychiatrie, sur cette histoire des termes, notamment psychodysleptique, psychédélique, un certain nombre de choses. Et derrière ces termes, évidemment, il y a un tas de questions et d'enjeux. Donc le nombre d'effets de ces substances a amené à s'interroger sur leur utilisation possible en psychiatrie, depuis que la fin des années 60 avait vu la fin de ces utilisations. Je vais pas revenir sur ces choses qui seront peut-être abordées par certains des orateurs, où on en discutera. Et donc on va dans les questions qui se posent actuellement, il y a des questions qui sont des questions de sciences, de neurosciences basiques. Il y a des questions cliniques sur l'efficacité et aussi la façon d'essayer de montrer leur efficacité, c'est-à-dire que ces substances, du fait qu'elles ont un effet immédiat aux doses actives extrêmement perceptibles, il est très compliqué, par exemple, de construire des essais en insu. Donc ça pose des questions, des réflexions sur le design et sur les propriétés. Et puis il y a deux autres choses intéressantes qui soulignent l'intérêt d'un apport multidisciplinaire de cette problématique. La première, c'est le fait que, notamment outre-Atlantique, l'utilisation des substances psychédéliques et apparentées, et j'inclus les apparentés dissociatifs qui ne sont pas des psychédéliques purs, mais on va en reparler, comme la kétamine, semble pouvoir potentialiser les approches psychothérapeutiques, et on parle même aujourd'hui vraiment de psychothérapie assistée ou augmentée par psychédéliques. Et donc ça souligne des questions de prise en charge, mais aussi de design d'études qui intègrent les approches psychothérapeutiques. Et puis avec aussi là, des questions sur le niveau de preuve en fait, des différentes interventions qui restent à faire. Et pour finir, il y a évidemment, malgré tout, selon les substances aussi, et je ne sais pas s'ils l'aborderont, mais c'est vrai que par exemple la psilocybine, qui sont extrait des champignons hallucinogènes, et le LSD n'ont pas les mêmes statuts, notamment outre-Atlantique, où beaucoup d'études se sont développées avec la psilocybine, je pense, sous le contrôle de Vincent, notamment parce que le LSD a une telle réputation sulfureuse qu'il était jusqu'à présent quasiment impossible de travailler dessus aux États-Unis. Ce qui n'est pas le cas du tout en Europe, surtout en Suisse, où c'est une fierté nationale. Donc ça fait des choses tout à fait différentes. Et donc l'approche sociologique aussi de ces recherches est tout à fait intéressante. Et il y a pas mal d'initiatives, notamment avec Michael Koslowski, qui, je ne sais pas s'il en dira un mot, mais qui vient de Berlin, mais a déjà des pieds en France, et dans un groupe de recherche qui intègre ces aspects multidisciplinaires. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant de se poser des questions pour savoir dans quel cadre on va développer la possibilité de faire des recherches cliniques et d'appliquer l'utilisation de ces substances. Dans les questions qui se posent, il y a la durabilité des effets, c'est-à-dire qu'il est notoirement, disons, réputé, connu, qu'une prise unique de certains psychédéliques, dans les psychédéliques classiques, mettons la psilocybine, LSD, notamment la DMT, peut avoir des effets à long terme. Mais enfin bon, cette question-là reste à investiguer, et je vais donc passer la parole à Vincent Verrousse, qui est historien, historo-biotaniste, il a plein de casquettes. Et il nous fait le plaisir de venir nous parler des effets un peu à long terme avec un tas de choses. Il est aussi président de la Société psychédélique française.
Et je lui passe la parole. Et voilà, et à très vite. Donc rebonjour, j'espère que tout le monde va bien. C'est très impressionnant d'être dans une salle aussi grande, avec les lumières et tout ça. Et aussi, c'est très impressionnant d'être face à des psychiatres, des neurologues, des neuroscientifiques quand on est issu des sciences humaines et sociales. Donc, s'il vous plaît, pardonnez peut-être ma légère nervosité matinale. Je vais vous présenter une petite présentation, pardon, sur la psilocybine et une petite réflexion sur la question en effet de la durabilité des effets. Donc comme je vous le disais, je ne suis pas psychiatre, neuroscientifique, neurologue. Donc très très rapidement pour me présenter, il y a 20 ans, j'étais étudiant en anthropologie appliquée à la conservation de la nature au Muséum national d'histoire naturelle. Et un jour où j'effectuais un stage dans la station maritime du muséum à Dinard en Bretagne, je suis tombé par hasard sur un vieux meuble rempli de poussière que j'ai ouvert par curiosité. Et je suis tombé sur une grande quantité de papiers qui appartenaient au professeur Roger Heim. Et j'ai commencé à regarder ces papiers. Et en fait, c'était ses affaires personnelles sur son travail, sur la découverte des champignons hallucinogènes du Mexique en 1953. Donc j'étais un étudiant de 27 ans. Le sujet m'a passionné immédiatement. À force de lire les comptes rendus d'auto-expérience de ce monsieur très savant, ça donne envie d'essayer aussi. Donc, comme on me pose systématiquement la question, oui, j'ai commencé à faire des auto-expériences. Alors, c'est problématique parce que vous connaissez certainement la tirade de Jacques-Joseph Moreau de Tours sur les effets du hashish qui dénie quiconque n'a pas un usage répété de s'exprimer. Donc si le fantôme de Jacques-Joseph Moreau de Tours vient me titiller sur que sais-je des effets, non, je pourrais le regarder avec aplomb. J'ai eu la chance aussi d'être cobaye dans une étude que vous voyez ici, et je me suis lancé il y a 6 ans dans une thèse en histoire des sciences, justement pour exploiter les archives françaises sur la découverte de la psilocybine, ses conséquences sur la production de savoir scientifique et notamment médical. Donc je participe à tous les congrès depuis 2017, j'en ai organisé en France aussi, et j'ai suivi aussi quelques formations voilà, sur le sujet à l'hôpital ou autre. Donc, on parle donc de psilocybine. Pour les personnes qui ne sont pas encore familières avec cela, c'est le principe actif d'un champignon, enfin de plusieurs espèces de champignons qui sont présents partout sur la planète, mais la plupart des usages en fait, qui sont documentés avec certitude se situent dans la zone mésoaméricaine. On a des codex précoloniaux, préhispaniques qui montrent, vous voyez ici, que les champignons sont associés au dieu Quetzalcoatl, au prince des fleurs, enfin au domaine du religieux, du sacré, et ils permettent de passer dans l'inframonde. Voilà, donc c'était pas exactement un usage thérapeutique de ce qu'on en comprend. Et ce qu'on a redécouvert au XXe siècle, avec ici la fameuse Maria Sabina, qui est devenue une célébrité malgré elle, au moment de la redécouverte de ces usages cérémoniels, mélangés au christianisme, c'était plutôt un usage divinatoire, où si une personne était malade et qu'il ou elle allait voir le guérisseur ou la guérisseuse, c'est pas le malade qui prenait les champignons, c'est le guérisseur pour prédire l'issue de la maladie. Voilà, donc ensuite, une équipe pluridisciplinaire avec des ethnologues, des mycologues, des médecins, donc identifié un certain nombre d'espèces. On a réussi à les cultiver à Paris, au Muséum national d'histoire naturelle, grâce à ce monsieur Roger Heim, dont j'ai redécouvert les archives. Et grâce à la mise en culture de ces champignons de façon semi-industrielle, donc dans les caves du jardin des plantes, on a réussi à identifier le principe actif, donc la psilocybine. Ce principe actif a été identifié en Suisse, dans les laboratoires Sandoz. Pour la petite histoire, parce que le chimiste français à qui on avait convié cette tâche de trouver le principe actif avait négligé cette mission, et un jour il a fait tomber le flacon par terre, et donc Roger Heim, directeur du muséum, sachant qu'une substance hallucinogène avait été identifiée 15 ans auparavant au laboratoire Sandoz en étudiant un autre champignon, l'ergot du seigle, donc je parle bien sûr du LSD, il a confié à Albert Hofmann cette mission d'identifier le principe actif, ce qui fut fait dès 1958. C'est pourquoi c'est en France, à Paris, et pas grand monde ne le sait, que
eurent lieu les premiers essais cliniques avec la psilocybine. Voilà. À l'hôpital Sainte-Anne, dans le service du professeur Jean Delay. Et en fait, pour parler, disons, de façon très simple, ça n'a pas bien marché du tout. Il y a eu des essais sur des volontaires sains. Bon, voilà, ça c'était pour préciser la phénoménologie de l'expérience, caractériser la symptomatologie de cette expérience qu'on considérait comme une sorte de modélisation de la psychose. Donc on parle d'un paradigme psychotomimétique. La substance permet momentanément d'avoir accès au vécu des malades qui ont des hallucinations. Donc aujourd'hui, on sait que ce n'est pas exactement ça du tout, mais c'était leur manière de voir les choses. D'autre part, donc à l'hôpital Sainte-Anne, on l'a testé sur 97 volontaires sains qui ont d'ailleurs passé de mauvais moments, malgré tout ce qu'on peut entendre sur les délices de la psilocybine quand c'est administré dans des conditions appropriées, avec une préparation appropriée. Là, les personnes, on les faisait changer de salle pour se faire des tests de réflexes rotuliens, des tests de Rorschach. Il y avait vraiment toujours nécessité de changer de pièce, des interrogatoires en permanence. Et le poète Henri Michaud aussi s'est porté volontaire et s'est vraiment plaint du traitement qu'il avait reçu à l'hôpital Sainte-Anne, de ces médecins qui avaient des réflexions un peu moqueuses ou désobligeantes, à tel point qu'il a demandé à refaire l'expérience, mais tout seul chez lui. Et Rogem a réussi à lui fournir de la psilocybine, il a pu faire ça. Donc vraiment l'importance du cadre pour que l'expérience soit réussie et de la préparation de l'environnement est cruciale. Donc tous ces volontaires sains n'ont pas vraiment passé un bon moment. Quant aux malades, non plus, en fait. Donc les malades présentaient une très grande diversité d'affections. Il y avait des schizophrènes, des troubles délirants, il y avait des personnes avec un retard mental. Et globalement, donc déjà, il faut savoir qu'ils ont donné des doses relativement faibles. Donc dans cette thèse de doctorat soutenue par Anne-Marie Quétin, élève de Jean Delay en 1960, on voit que la plupart des doses, c'est entre 9 et 10 mg. Et à la suite des auto-expériences, donc des expériences personnelles de Jean Delay et de ses collègues avec cette substance, parce qu'ils ont testé sur eux-mêmes aussi quand elle est déjà devenue disponible sous forme de pilule, ils ont dit, oulala, 15 mg, c'est certainement la dose supérieure à ne pas dépasser. Et aujourd'hui, on sait que c'est une dose relativement faible. Et du coup, ça n'a pas soigné grand monde. Il y a eu quelques cas spectaculaires, comme une personne anorexique. Donc, on l'a prévenue de rien du tout. Elle était déjà sous chlorpromazine. On lui a donné 10 mg de psilocybine et on l'a laissée toute seule. Elle est restée dans sa chambre. En écoutant de la musique classique, elle a entendu des anges venir lui jouer de la flûte. Elle a eu une expérience de type mystique ou spirituel. Et elle l'a dit aux soignants. Ils ont dit, tiens, étrange. Ils lui ont enlevé la chlorpromazine. Quelques jours plus tard, ils lui ont redonné 10 mg. Et là, elle a eu une expérience assez forte, avec beaucoup de reviviscence de souvenirs enfouis. C'est ce qui, d'ailleurs, avait été noté par toute l'équipe. C'était l'intérêt de ces substances, apparemment. Et Jean Delay en parle aussi dans ses écrits de son expérience de psilocybine à Sainte-Anne, son expérience personnelle. C'est la reviviscence des souvenirs enfouis qui a certainement un intérêt pour la psychothérapie. Donc cette personne anorexique, ça fait partie des cas chez qui ça a bien fonctionné, puisqu'elle a repris du poids, elle a compris l'origine de son trouble, et il y a une publication donc de Jean Delay et de ses confrères qui conclut à l'efficacité incontestable de la psilocybine. Grâce à la thèse d'Anne-Marie Quétin, on apprend qu'un an plus tard, elle a fait une rechute avec une dépression grave. Donc ça a duré environ 1 an. Et pour les autres patients, globalement, l'amélioration des symptômes ne s'est produite que le temps de l'expérience, ou au maximum 2 ou 3 jours après. Donc ça, c'est une indication assez originale, parce que vous avez certainement entendu parler... je voudrais changer de slide. Tac. Voilà, voilà, je pense que tout le monde est familier avec les études qui ont montré, même si c'est sur un petit groupe de patients, l'efficacité d'une prise sur la sévérité de la dépression résistante. Vous voyez qu'en
une seule dose forte, donc là de l'ordre de 25 mg, donc presque 3 fois plus que ce que les patients ont reçu à Sainte-Anne. Tous voient les symptômes de la sévérité, la sévérité des symptômes de la dépression décroître. Vous avez certainement aussi suivi le test de 2 doses de psilocybine contre une prise quotidienne des citalopram avec une efficacité tout à fait comparable. Là aussi, une dose de 25 mg. Voilà. En fait, je ne vais pas tous vous les passer. Je pense que vous les connaissez aussi. Une forte dose, 2 fortes doses de psilocybine sur des patients alcooliques et aussi, très intéressant, sur des volontaires sains, avec un accroissement du bien-être. On a mesuré à 12 mois et 14 mois une augmentation du trait de personnalité d'ouverture d'esprit, un changement positif dans le comportement qui est confirmé par l'entourage, la famille. Et ça a l'air de durer quand même largement plus longtemps que les 2-3 jours observés à Sainte-Anne. Donc là, c'est aussi la question de la dose qui est administrée et de la façon dont c'est administré. Mais je suis venu avec un document exceptionnel que je vais vous montrer dans un instant. Mais que deviennent en fait ces patients? Est-ce que c'est juste que la sévérité des symptômes décroît et donc ils vont mieux? Et ils ont changé, mais donc dans un sens de guérison. Mais il y a peut-être d'autres choses étranges. Les personnes là, qui ont été traitées à l'Imperial College de Londres pour dépression, l'étude pilote, donc vous voyez, cette étude pilote suggère que la psilocybine associée à un soutien psychologique pourrait produire des changements durables dans les attitudes et les croyances. Et ça, c'est pas banal, c'est pas quelque chose de tout à fait trivial. Ça soulève des questions éthiques et quand on administre une substance à une personne, il faut obtenir aussi son consentement éclairé. Donc si on la prévient que ça peut changer ses attitudes, ses croyances, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte. La possibilité de changement induit par la drogue dans les systèmes de croyances semble suffisamment intrigante et opportune pour mériter une enquête plus approfondie. Alors, il y a une enquête fondée sur des questionnaires menés par une équipe toujours de l'Imperial College de Londres qui suggère que les psychédéliques modifient les croyances métaphysiques avec donc un éloignement du matérialisme dur et une tendance à adhérer à la thèse du panpsychisme, c'est-à-dire la conscience n'est pas produite par notre cerveau, mais elle est présente un peu partout, elle flotte. Vous voyez, donc c'est quand même des modifications de type ontologique, quoi. Pour le dire de façon un peu simpliste, si on en prend trop, vous devenez animiste. C'est pas sans rapport peut-être avec certains mouvements activistes pour la protection de la planète, des choses comme ça. Bon, c'est difficile à affirmer, mais quand même, les psychédéliques semblent modifier les croyances métaphysiques. C'est quand même un effet secondaire à prendre en compte. Et donc, pour l'illustrer, je suis venu avec un document que j'ai retrouvé dans le cadre de ma thèse, que je trouve absolument merveilleux. Donc cette fois, il ne s'agit pas de psilocybine synthétique, c'est les champignons qui étaient cultivés au Muséum national d'histoire naturelle pendant les années 50, qui ont été administrés à des volontaires sains. Ce monsieur Esnault, ça lui a bien plu, il en a pris 6 fois. Et voici un petit extrait de monsieur Esnault en plein voyage sous champignons hallucinogènes. Et ensuite, je vous montrerai une autre vidéo qui est un entretien avec ce monsieur 4 ans après, alors qu'il n'en a pas repris. Donc j'espère que ça va marcher. Je préviens donc la régie qu'il va y avoir du son. Et je lance la vidéo. Monsieur Esnault s'est fort bien prêté à plusieurs expériences. Tout d'abord, il a éprouvé quelques nausées, des sueurs abondantes, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre les essais. Alors, en lui, aucune appréhension, aucune inquiétude durant l'expérience. Pour tout dire, il a été un sujet excellent. Ah, non, non, je suis bien. Je suis bien. Ah oui, très bien. Très bien. Oui. Il n'a jamais dessiné jusqu'ici dans un but artistique. Et il fera son initiation à travers l'expérience. Il est alors dans l'euphorie,
il prend contact avec le graphisme. Mais il exprime le besoin de peindre, ce qu'il n'avait jamais fait de sa vie. On lui donnera donc des couleurs. Il en manifeste son contentement, puis il gribouille. Ce seront des signes héraldiques jusqu'au tifa des Égyptiens. Puis une silhouette de coq dont vous voyez les ergots et le mouvement. Mais c'est après, un mois plus tard, que nous aurons l'occasion de conclure. Monsieur Hainaut, en dehors de toute absorption, tirera de son expérimentation psilocibienne une acquisition étonnante. Elle lui a donné l'occasion de devenir un vrai dessinateur, peut-être un artiste. En état normal de veille, sans aucune influence de la drogue, il a réalisé en effet ce que vous pouvez ici admirer. Il a dessiné ce combat de coq sur les murs de son appartement. Ne serait-ce pas par le jeu du subconscient qui, parti du coq de l'expérience, le conduit à celui-ci? Les griffes le mènent peu à peu à cette main dont nous allons découvrir qu'elle est celle du Christ. Dans cette image, voyez le bassin aux lignes curieusement féminines, l'envolée du bras, le mouvement de la tête. Ce n'est pas seulement la réminiscence des souvenirs par la psilocybine, c'est l'acquisition d'un talent. Est-ce que c'est pas sensationnel, franchement? Incroyable. Un volontaire sain qui ne savait pas dessiner, on l'a vu gribouiller. On lui donne des champignons hallucinogènes. Alors, il en a pris 6 fois, hein, comme on dit. Alors, je n'ai pas l'information sur la dose, mais ça devait être suffisamment fort. Hein. Bon, en tout cas, un mois après sa dernière expérience, donc on a déjà cette notion de durabilité des effets, parce que quand il était sous champignons, c'était des petits gribouillages. Mais vous avez peut-être noté la croix, alpha, oméga, un coq vaguement gribouillé. Un mois plus tard, une aptitude au dessin sera-t-elle durable? Alors, spoiler, non, il va le dire. Donc, 4 ans plus tard, voici un entretien avec, donc vous allez voir Roger Heim, donc ce mycologue du Muséum d'histoire naturelle, ce patient, Monsieur Hainaut, et il évoquera aussi Mademoiselle Michaud, qui est un autre volontaire sain dont je pourrais peut-être dire quelques mots après. Mais intéressons-nous donc à Monsieur Hainaut. Oups, pardon. Je voulais lancer mon truc. Voilà. Eh bien, voici 4 ans déjà que Mademoiselle Michaud et que Monsieur Hainaut ont bien voulu se prêter à des expériences à partir des champignons psilocybes du Mexique. 4 ans. Et depuis, ils n'ont fait l'une et l'autre d'expériences nouvelles. Et je me permets de vous demander, monsieur, si véritablement il vous reste quelque chose qui appartient à votre comportement depuis ces expériences auxquelles vous êtes livré. Je me rappelle notamment qu'après votre 6e expérience, je crois, quelques semaines après, brusquement, il vous est venu l'intention de dessiner sur votre mur, je crois. Vous avez fait un magnifique Christ, alors que précédemment, avant les expériences, vous ne sembliez pas particulièrement doué pour le dessin. Et brusquement s'est révélé un talent nouveau, après, à travers l'expérience psilocybienne. Talent, non. Le talent, pour moi, suppose une qualité innée que l'on développe par le travail. En fait, j'ai surtout eu le sentiment que l'on m'accordait un don qui fut d'une durée relativement courte et qui m'a permis de m'exprimer d'une façon inhabituelle. Je me souviens fort bien, par exemple, que le Grand Christ ne m'a pas demandé plus de 5 minutes. Commencé par la tête, je l'ai terminé au pied,
sans la moindre hésitation, sans la moindre retouche, comme si j'avais suivi sur le mur une ébauche invisible. Depuis, je n'ai jamais pu retrouver une telle facilité, une telle dextérité. En somme, vous avez traversé une expérience, vous en avez le souvenir très, très précis, mais cette expérience n'a rien laissé d'acquis. Oh si, sans pouvoir précisément définir la qualité de cet acquis, je suis maintenant beaucoup plus apte, je pense, à affronter mon destin, même si, comme il apparaît depuis quelque temps, il se révèle particulièrement difficile. Mais cet enrichissement intérieur que vous croyez pouvoir interpréter, est-ce que vous avez eu une sensation analogue lorsque vous étiez soumis à l'expérience elle-même? Autrement dit, à ce moment-là, est-ce que vous pensiez que en vous-même, certaines notions nouvelles se faisaient jour, s'amélioraient, qui vous ouvraient à une philosophie peut-être modifiée, enrichie? Une philosophie, à ce moment-là, je pouvais tellement vite, Oui, bien sûr. il n'était pas possible beaucoup de lier des idées, seulement des sentiments qui se précipitaient de violence assez rare, et ce n'est que petit à petit que mes idées se sont décantées, et que j'ai pu isoler quelques-unes des grandes lignes, des grands axes de pensée pour lesquels allait se greffer ce que, faute de mieux, nous pourrions nommer philosophie nouvelle. J'en suis venu à m'intéresser à des sujets, à des auteurs qui jusqu'alors n'étaient pas de mes préoccupations. J'ai quelques essais tentés pour les aborder, n'ayant éveillé aucun écho en moi. Cela va de la Bible à Simone Veil, en passant par ces gens de la Croix, Kierkegaard. Depuis, je me sens avec eux de plein pied, comme si j'étais capable aujourd'hui de lire couramment une langue autrefois étrangère. En somme, c'était à la fois un éveil et une libération. Vous avez une impression de libération de vous-même. Libération me paraît un mot un peu faible. Mais j'ai davantage le sentiment d'une renaissance, succédant à une longue période, sinon de sommeil, au moins de stupeur. Cette lucidité relative m'interdit autant de désespérer que d'envisager l'avenir comme essentiellement consacré à la réussite matérielle. J'espère parvenir un jour à un détachement suffisant pour que vivre ou mourir n'ait plus la moindre importance. Voilà, je trouve aussi que cet extrait est vraiment sensationnel. Il soulève plusieurs questions. Déjà, la question de la durabilité, on est 4 ans plus tard et on voit que ce monsieur a eu un changement notable dans sa personnalité qu'il attribue à ses expériences avec les champignons hallucinogènes, avec un développement du goût pour les philosophes mystiques, Kierkegaard, Simone Weil, et cet intérêt pour un détachement. Et c'est assez aussi intéressant, je trouve, de préciser que ce n'est pas pendant l'expérience qu'il a eu cette sorte d'éveil à une philosophie nouvelle, pour le citer, mais qu'il lui a fallu du temps pour que tout cela décante, ce qui nous amène à la notion d'intégration. L'intégration, c'est cette façon de tirer profit d'une expérience tellement insolite, extraordinaire et ineffable. Et quand on revient dans la vie ordinaire, qu'en fait-on? Donc ce monsieur, spontanément, ça a pris du temps à décanter, et voilà un changement de personnalité durable à 4 ans. C'était l'élément central de la communication que je vous ai humblement présenté. Mais en guise de conclusion, il me semble qu'on n'a vraiment pas fini de comprendre comment les psychédéliques jouent sur la personnalité, les croyances métaphysiques, les comportements. Et donc c'est certainement très intéressant, tous les essais cliniques thérapeutiques qui se mettent en place. Mais à mon avis, ce ne serait pas une mauvaise idée de poursuivre les essais sur les volontaires sains pour mieux comprendre ce que ça fait. Alors je ne dis pas ça parce que je me porte moi-même volontaire, hein. Certainement pas. Mais je crois vraiment que pour la science, ce serait vraiment une excellente chose. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Vincent. On a le temps d'une question ou deux si quelqu'un veut poser une question dans la salle. On vous donne un micro. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une pour Vincent. En attendant que Mickaël s'installe. Est-ce que tu as des éléments du coup, sur la patiente qui était présente dans le film? Oh que oui. Oui, et qui l'intervieweur, c'est
C'est Roger Heim, le professeur. C'est Roger Heim lui-même, d'accord. Oui. Donc Roger Heim, notre mycologue, co-découvreur des champignons hallucinogènes du Mexique. Donc l'autre volontaire sain s'appelle Mademoiselle Michaud, c'est une dessinatrice publicitaire. Et donc on peut voir ce que ça a produit sur son style graphique. Donc ça, c'est publié dans Nouvelles investigations sur les champignons hallucinogènes du Mexique, 1965. Il est consultable au Muséum d'histoire naturelle. Donc son style graphique change complètement. Il devient beaucoup plus épuré, très stylisé. Mais surtout, après son expérience, elle prétend, donc je la cite, avoir la sensation d'avoir acquis une sorte de pouvoir extraordinaire et une lucidité épatante. En fait, elle pense qu'elle est devenue un peu télépathe et elle a des sortes de flashs de clairvoyance. Donc c'est très très intriguant. Roger Heim, lui, ose à peine en parler, il le mentionne avec beaucoup de prudence, mais à travers mon travail d'archive, j'ai vu aussi que sa propre rationalité avait été ébranlée suite à la rencontre avec Maria Sabina, la guérisseuse mazatèque, qui lui a fait des prédictions. Donc là, on aborde encore tout un autre vaste domaine tout à fait sulfureux, mais qu'il faudrait quand même considérer. Ça change vraiment les croyances métaphysiques, le rapport au temps, à la rationalité. Voilà. Merci beaucoup. Donc on a le plaisir d'accueillir Michael Koslowski, qui est médecin psychiatre à Berlin, à la Charité, et qui a un pied en France, à Marseille, pour des programmes de recherche, et donc avec qui on espère le plaisir de collaborer dans les années qui viennent. Donc Michael a déjà beaucoup d'expérience dans la médecine psychédélique, et notamment sur les essais actuels menés en Allemagne avec la psilocybine dans la dépression, mais je le laisse présenter. Merci Michael. Merci beaucoup Luc, aussi pour l'invitation, et je suis heureux qu'il y a des gens qui sont venus, qui s'intéressent. Alors, comment je lance? Ah oui, probablement comme ça. Oui. Donc, j'ai pas de lien d'intérêt particulier à part d'être membre dans une association des médecins suisses qui développe depuis des années, des décennies la thérapie psychédélique. Donc, le sujet d'aujourd'hui, pour moi, c'est la question qui a été posée par Luc. La psilocybine est-elle un antidépresseur? Donc, je présente quelques études cliniques, des mécanismes d'action et le rôle de la psychothérapie. Mais après la présentation de Vincent, je peux sauter plusieurs diapos. Merci beaucoup pour la préparation déjà. Alors, pourquoi le nouvel intérêt au psychédélique? Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a un vrai hype dans les médias. Aussi, il y a des livres, des articles, mais il y a aussi des entreprises à la bourse qui... c'est assez intéressant de voir la corrélation entre les publications scientifiques et... les actions du stock qui sont montées, mais après descendues, parce qu'il avait quand même un peu des déceptions après quelques essais qui ont montré que les psychédéliques, c'est pas, comment dire, la panacée non plus. La panacée. Voilà. Donc, mais un peu pour parler un peu du background, pourquoi c'est tellement important de trouver des nouvelles approches pour traiter la dépression, c'est parce que la dépression, comme vous savez probablement, c'est un grand problème de société. Il y a plus de 300 millions de gens dans le monde qui sont atteints d'une dépression, et ça monte. Et aussi au niveau économique, il y a, ça c'est les arrêts de maladies en Allemagne, donc à cause, ça regroupe toutes les troubles psychiques, mais c'est la dépression qui fait la plupart. Aussi manque de force, du travail aux forces économiques. Donc, comment on traite les dépressions? Avec la psychothérapie, bien sûr, et les antidépresseurs. Donc là, vous voyez que la prescription des antidépresseurs, ça augmente, peut-être avec le chiffre de la dépression. Là,
vous voyez que la France, c'est un mythe que la France consomme les plus des antidépresseurs en Europe. C'est pas le cas. Je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà, les États-Unis ou le Canada où il y a il y a beaucoup de prescriptions. Pourtant, on peut se poser la question de l'efficacité, et peut-être vous connaissez un peu la discussion. Il y a une grande partie des psychiatres, des chercheurs qui disent que les antidépresseurs sont efficaces. Ils ont des très grandes bases de données. Par contre, après, il y a des analyses un peu plus, un peu différentes qui prennent en compte aussi quelques sources de bias, des distorsions statistiques. Et finalement, eux, après, ils ont dit, après une grande network meta-analysis, une réanalyse, qu'il y a un effet, mais il est tellement faible sur l'échelle de Hamilton, moins de 2 points, qu'un clinicien, normalement, n'arrive pas à détecter la différence. C'est quand même fort. Donc ça montre qu'il y a quelque chose à faire, peut-être. Et ça, c'est des études contre le placebo, bien entendu. Donc, tout ce qu'on voit dans notre pratique clinique, on fait sans placebo. Alors, parce que si le praticien il me dit « Ah oui, ça marche », peut-être ça marchait avec un effet placebo. Et donc, de plus, on a à peu près 30% de résistance au traitement, c'est-à-dire plusieurs antidépresseurs ne montrent pas une amélioration de 50% des symptômes. Et donc, même si on considère que les antidépresseurs sont efficaces et sont en bon traitement, il y a plus que 100 millions d'habitants dans le monde qui ont besoin de l'aide. Donc, qu'est-ce que c'est la thérapie aux psychédéliques ? Voilà, Vincent, tu nous as déjà présenté la psilocybine. Il y a d'autres molécules, notamment des plantes, mais aussi l'LSD, c'est demi-naturel, on peut dire, un alcaloïde ergotique par Hoffman. Et donc ça, c'est des substances qui sont normalement utilisées dans les contextes rituels, sauf l'LSD, bien sûr. Et on a vu que ça date de beaucoup plus longtemps que je croyais quand j'ai commencé à m'intéresser à la recherche. Apparemment, il y a même des objets qui ont été trouvés qui montrent qu'il y a un usage chamanique de plus de 3000 ans. Donc, au niveau de la phénoménologie, on a vu dans cette merveilleuse vidéo qu'il y a des changements de la perception. Donc, la psilocybine, c'est en bleu clair ici. Vous pouvez comparer un peu avec la kétamine ou l'LSD. Et toutes ces substances ont un profil un peu spécifique, mais partagent quelques caractères. Comme ici, l'expérience de Unity ou Mystical Type Experience, etc. Et parfois l'anxiété et aussi la désintégration de soi ou de ce qu'on appelle l'état éveillé d'ego. Donc là, vous voyez la pièce thérapeutique à Berlin, à la Charité, où on fait notre essai avec la psilocybine et la dépression résistante. Donc, c'est peut-être pas évident, mais il faut bien prendre soin du setting, donc de l'environnement. Il faut éviter que ça ressemble à quelque chose de très médical, mais plutôt une ambiance relax, cosy, avec des bels objets, des fleurs, des choses
voilà, des images qui peuvent après provoquer une expérience esthétique. Et donc, le patient, il est là allongé, il porte son masque de sommeil, il porte une casque, il écoute de la musique, mais la musique aussi, comme vous voyez ici, elle est dans la pièce. Donc même si le patient retient sa casque, il y a toujours la musique qui est sélectionnée. J'en parle un peu plus tard. Et donc là, ici, vous voyez qu'il y a 2 fauteuils. C'est important que ça soit confortable parce qu'il faut quand même être pendant des heures, 6 heures, 8 heures avec le patient et juste surveiller. Mais voilà, je présente ça un peu plus tard, les plusieurs approches qu'on peut prendre. La musique est importante parce que en état psychédélique, les sujets sont très sensibles au contexte. Donc des années 50-60, Timothy Leary, vous avez peut-être entendu ce nom, il a présenté le modèle set and setting, c'est-à-dire le set, c'est tout ce que le patient apporte dans la science et le setting, c'est l'ambiance de la pièce et tout ce qu'il peut voir, entendre, etc. Donc nous, on a choisi, ou comme les autres groupes de recherche, une musique, des morceaux qui évoquent des émotions différentes, qui sont à la fois mélancoliques, à la fois juste très esthétiques, belles, ou qui donnent de l'espoir. Donc aussi des morceaux un peu durs, justement pour évoquer plusieurs états émotionnels que peut-être le patient n'est pas capable à sentir dans son quotidien. Donc, pour présenter quelques études cliniques avec les psychédéliques et la dépression, ça on a déjà vu. C'était l'équipe de Londres. Donc, psilocybine, c'est souvent la dose 25 mg considérée comme une dose forte. Il avait des essais avec 30 mg aux États-Unis, mais il y avait quelques patients qui ont dit que c'était trop fort, donc ils ont du mal à contrôler l'expérience. Et donc là, vous voyez que la taille des effets, c'est très très fort, mais il faut voir que c'est un très très petit échantillon là, de 26 patients, donc on ne peut pas vraiment tirer grand-chose là-dessus, mais c'est un début et c'était prometteur. Donc c'était en 2016. Donc après, un autre groupe aux États-Unis, ou multicentrique en fait, c'est Compass, une association qui veut être les premiers pour avoir l'approval de la FDA, donc faire un médicament. Pour le moment, c'est l'étude la plus grande et également, eux, ils ont pu montrer que déjà le jour après, on a un effet significatif de la grande dose par rapport à la petite et moyenne dose en réduction de dépressivité. Donc, apparemment, ici dans cette étude, cet effet après 9 semaines n'est plus significatif. Voilà, ça peut dire qu'il y avait quelques patients qui ont rechuté en dépression. Il faut noter que dans le groupe high dose, il y avait quelques cas de suicidal behavior, comportement suicidaire. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des suicides, mais des tentatives. Et je pense que de self-harm, de se couper. Donc il faut un peu mieux encore comprendre pourquoi c'est arrivé dans ce groupe-là. Ce n'est pas encore clair parce qu'il n'y avait pas encore une publication officielle de ces données. Troisième étude que je veux montrer, vous avez déjà vu peut-être, tu l'avais montré, Vincent ? Ouais. Il avait
la première comparaison entre escitalopram 6 semaines et la psilocybine en double aveugle. Donc c'était bien fait. Enfin, pourtant, il avait quelques éléments statistiques qui ont été faits d'une façon un peu défavorable pour les auteurs. Donc finalement, ils ne pouvaient pas montrer que la psilocybine soit supérieure, mais au moins ils ont montré que ce n'est pas inférieur. Et sur des autres échelles, donc ils ont choisi QIDS, c'est une self-rating, mais je pense dans l'échelle BDI et Hamilton, ça a été significatif, mais ce n'était pas choisi comme primary outcome, donc un peu dommage. Et c'est après que les actions sont chutées. Mais bon. Donc pour les méta-analyses, ça c'est une très belle méta-analyse de la France notamment, de l'équipe de Amine Benyamina. Et donc là, ils ont pris toutes les études avec les symptômes dépressifs. Donc là, il y a aussi des études dedans avec des patients en phase terminale d'un cancer qui ont un syndrome dépressif. Donc c'est un peu un groupe mixte des patients, mais quand même il y a la dépressivité qui après déjà, il faut voir ça, un jour après déjà il y a des standard mean difference, donc les tailles d'effet assez forts, prononcées à semaine 3 et après ça reste à peu près comme ça. Il y a pas toutes les études qui ont suivi les patients jusqu'à 6 mois, mais il paraît qu'il y a encore un effet. Donc c'est encore une question ouverte. Combien de temps ça dure, cet effet? Mais on peut déjà déduire que ça doit être dans le groupe des antidépresseurs rapides, d'action rapide. Une autre méta-analyse aussi intéressante par rapport à la MDMA pour PTBS, pour le stress post-traumatique, montre d'une façon un peu plus conservateur aussi des tailles d'effets assez importantes. Donc là, vous voyez qu'il y a plein des études en cours prévues. Ça date d'hier. 43 études sont listées à Clinical Trials pour dépression et psilocybine. Donc voilà, plein de travail qui va être fait. Aussi, je trouve très intéressant de comparer avec la kétamine, mais je pense que ça, c'est une étude qui est listée depuis des années et ça avance pas trop. Bon, mécanisme d'action. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est pas clair du tout. Et il paraît que, voilà, dans les recherches avec des animaux, ça a été montré qu'il a un effet sur la neuroplasticité. Donc au niveau neuronal, il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas encore exactement quoi. Au niveau des networks, des réseaux dans le cerveau, on peut montrer plusieurs choses dans l'IRM fonctionnel, notamment la réduction de l'activité du default mode network, voilà, qui est responsable pour les souvenirs, les sujets autobiographiques, etc. Donc quelque chose qui apparemment dérangé chez les sujets dépressifs. Après, bien sûr, c'est pas que des individus, mais ça interagit avec l'environnement. Et là, il y a aussi des choses qui se passent. On a vu que une expérience peut changer les avis politiques ou le rapport avec la nature. Donc, il y a probablement des processus dans les jours et dans les semaines après cette expérience qui vont aussi avoir un espèce de feedback sur le comportement et les émotions. Donc voilà, vite fait, au niveau des cellules, des récepteurs, les psychédéliques, ils sont des agonistes très spécifiques au récepteur 5-HT2A. Et là, il y a toute une cascade
qui se déclenchent. Donc, il y a aussi cet aspect de neuroprotection, mTOR, BDNF, augmentation, etc. Et là, on peut voir que tous ces effets subjectifs peuvent être bloqués par kétanserine, qui est un bloqueur de ce récepteur. Alors, ça montre que là, on est vraiment un mécanisme ou un point de relais très, très spécifique à ce récepteur. Donc, il y a aussi des modèles pour faire le pont entre l'activité du cerveau dans les réseaux différents et les effets subjectifs. Donc ça, c'est un modèle qui vient de Londres, de l'équipe de Carl Harris et Carl Friston. En gros, ça dit que le Default Mode Network se calme, donc les émotions et les perceptions brutes peuvent monter dans la conscience, et ça peut expliquer aussi quelques éléments thérapeutiques, donc revivre les émotions ou les mémoires refoulées, comme on a entendu avec la patiente anorexique. Voilà, et ça explique aussi pourquoi chez les doses élevées, on parle aussi d'une dissolution de l'ego, parce qu'il y a plus ce modèle de temps, espace et moi et les barrières, où est-ce que je finis, où est-ce que commencent les autres ou l'environnement. On peut aussi voir cette expérience ou le phénomène de l'état psychédélique par un modèle assez innovateur, je trouve, dans la neuroscience. Je ne sais pas si vous connaissez le RDoX. Donc, on ne parle plus dans cette approche des maladies spécifiques, mais plutôt des problèmes dans plusieurs systèmes sensimoteur, cognitif, valence, self-processing, etc. Et par exemple, dans le self-processing, les narratifs sur soi-même, il y a plein de choses qui se passent. Mais aussi au niveau social, des patients qui reportent, qui parlent de connectedness, donc d'une relation très forte avec soi-même, l'autre et la nature ou l'environnement qui rétablit, qui a été perdu pendant toute la dépression. Voilà. Donc ça, c'est un peu une autre approche, mais je trouve prometteur. Et ça explique aussi, ça explique peut-être pas, mais c'est bien cohérent avec la notion que les psychédéliques sont polyvalents. Donc il y a un effet où les effets sont transdiagnostiques qu'on voit. Donc c'est pas seulement une substance antidépresseur, mais aussi il y a des essais qui ont montré que ça diminue vachement la dépendance aux substances. Dans les soins palliatifs, comme j'avais dit, il y a de l'angoisse ou anxiété existentielle, la peur de mourir bientôt. Et là, il y avait des forts effets. Il y a peu d'études, il y a pratiquement qu'une étude, mais qui a été qui a montré des effets sur les troubles obsessionnels compulsifs, même sans psychothérapie, juste la substance. Et là, il y a en cours plein des essais sur l'anorexie, notamment. Même les déficits cognitifs légers, donc un précurseur de la démence. Ça, je trouve très, très intéressant parce que ça joue peut-être sur l'effet neuroprotectif et anti-inflammatoire. Après, il y a des essais prévus pour les douleurs chroniques, le stress post-traumatique et aussi la migraine et plusieurs choses. Donc ici, on va encore un pas vers l'expérience subjective. Ça a été montré dans cette petite étude à Londres que le plus une expérience est de type mystique,
les personnes ont une réponse antidépresseur après quelques semaines. Ça, c'est quand même intéressant. Donc apparemment, c'est pas égal, donc ça dépend un peu de l'expérience, peut-être, le outcome. Voilà, ça pourrait correspondre à un effet afterglow qu'on a vu que dans les semaines après cette expérience, il paraît qu'il a une ouverture, une légèreté, un fenêtre thérapeutique, si on veut l'appeler comme ça, ou psychoplasmique, où les interventions psychothérapeutiques peuvent être plus efficaces que normalement. Donc, voilà, il a des idées de la neuroplasticité augmentée et les réseaux dans le cerveau qui sont... voilà, il a cette théorie de reset, par exemple, qu'il a une autre configuration. Et donc, il a, ça j'ai déjà parlé, donc les différents mécanismes biologiques possibles qui sont en train d'être recherchés. Et la psychothérapie. Donc, peut-être vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait avec les patients dans cette thérapie? Donc, le standard, c'est les 3 phases, préparation, séance avec la substance et intégration de cette expérience dans le quotidien. Il y avait plusieurs méthodes psychothérapeutiques qui ont été testées, pas tellement, plutôt comportementales. Et la plupart des études des années 50-60 sont faites avec une approche psychanalytique. Et les principes de base sont toujours pareils, soutien empathique, relation thérapeutique qui est importante. Comme dans la recherche de la psychothérapie, c'est connu que voilà, l'approche, la technique spécifique, ça joue pas un grand rôle, mais plutôt la relation thérapeutique et les facteurs extra-thérapeutiques. Voilà. Et ça, c'est apparemment le cas aussi très fort dans la thérapie avec les psychédéliques, the common factors. Donc, je regarde un peu le temps. Ah, ouais, il faut se... Ouais. Alors, je saute peut-être à la conclusion. Donc, il y a plusieurs modèles, aussi comportementaux. Je peux présenter une autre fois. Juste vite pour présenter notre étude à Berlin et à Mannheim. On a 2 centres. On traite les patients, voilà, 2 fois avec une substance. Donc, soit c'est placebo ou placebo actif. Donc, 5 mg ou 25 mg. Et après 6 semaines, on fait une deuxième séance pour pouvoir donner la substance aux sujets qui n'ont pas reçu la première fois. Et donc, voilà, on a plein d'études à côté, IRMF, épigénétique, etc. Ça, j'ai déjà dit, on a fait un manuel de thérapie nous-mêmes et la musique. Voilà, je voulais vous faire écouter un morceau. On a le temps pour ça encore? Ouais, voilà. Donc ça, c'est déjà en phase de... Après la montée de la substance, peut-être après 1 ou 2 heures. Donc ça, c'est plutôt pour calmer les patients, quelque chose d'harmonique, après peut-être un morceau mélancolique. C'est important qu'on ne joue pas des morceaux trop cognitifs, donc on a choisi que les choses avec un texte incompréhensible. Dans ce cas-là, c'est latin, donc peut-être il y a des gens qui comprennent. Voilà. Ça, c'est l'autre morceau, mais on n'a plus besoin de ça. Bon, pour résumer, la conclusion. La psilocybine, je dis oui et non. Antidépresseur, c'était la question. Parce que, comme j'ai montré, c'est une molécule polyvalente. Ça peut réduire les symptômes de la dépression, mais aussi addiction, etc. Ça a un effet rapide. Ça nécessite une psychothérapie spécifique, je suis convaincu. Donc, ça rend la méthode un peu chère, il faut dire. Il a des mécanismes d'action sur plusieurs niveaux. C'est innovateur parce que par rapport aux antidépresseurs qui ressemblent plutôt à une
substitution de sérotonine ou des neurotransmetteurs. On a une prise, on a une expérience bouleversante et donc j'appelle ça une approche de transformation plutôt de substitution. Et il faut bien sûr des études cliniques plus grandes pour vérifier ces résultats. Merci beaucoup. Merci Michael. On a le temps pour une question, si quelqu'un a une question, avant de passer la parole. Il n'y a pas de questions dans la salle. Je ne sais pas si Vincent a une question. Oui. Ah oui, je veux bien savoir si justement les patients ont observé aussi ce type de modification de leurs croyances métaphysiques ou de ce genre de choses un peu insolites qui peut se produire. Ah, tu peux répéter la question parce qu'il a un écho un peu bizarre. Est-ce que tu as noté des transformations de la personnalité ou en tout cas des transformations des croyances métaphysiques comme j'en parlais juste avant toi, ce genre d'expérience qui change tellement les perspectives que c'en est vraiment très très intriguant. Oui, tout à fait. En fait, on a aussi des questionnaires où on va rechercher l'effet sur... c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la dépression. Il y a une perte des croyances dans les bonnes choses, dans l'avenir, dans la liberté, le libre arbitre, par exemple. Et là, on va regarder si ça se réinstalle, ça se change, parce que normalement, c'est des convictions qui ne changent pas, comme la personnalité, mais apparemment, comme dans l'étude de Timmerman et aussi à Johns Hopkins, ils ont montré qu'il y a vraiment des effets sur les croyances fixes dans la direction du non-matérialisme et ouverture, liberté, etc. Ouais. Okay, merci beaucoup, Michael. Donc, on va passer à la dernière intervention. Donc, comme on a vu, les effets des psychédéliques et apparentés se passent à différents niveaux. Bon, Michael a évoqué le modèle Rébus, hein, le modèle de reset, des a priori bayésiens, de notre façon de faire une approche computationnelle du monde où on reconstruit un certain nombre de choses. Ces choses semblent se mettre à plat dans ce modèle et pourraient ouvrir la porte à des changements qui sont finalement transnosographiques. Et puis on a vu que les psychédéliques pouvaient agir à différents niveaux, hein, suivant où on se place aussi du niveau d'observation, c'est-à-dire macro, le comportement, les grands trucs d'imagerie, méso, les circuits, comment ils s'organisent, et puis micro, au niveau des cellules ou de leur communication. Et on a vu, ce qui a été évoqué, c'est qu'il y a une clé d'entrée qui semble être notamment les récepteurs 5-HT2A, qui ont été évoqués rapidement. Et donc c'est sur cette clé d'entrée et ces cascades peut-être qu'on va focaliser notre attention grâce à Marc Guelen, qui est chercheur au CNRS en réceptologie, en tout cas en biologie moléculaire, les récepteurs, et qui entame une double formation de psychiatre, ce qui donc est tout à fait équipé donc, pour poser des questions aujourd'hui qui sont tout à fait essentielles sur les années qui annoncent. Merci Marc. Déjà, merci à tout le monde de s'être levé tôt ce matin pour venir ici, et merci à Luc pour me permettre d'être là. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler de pharmacologie, d'aspect moléculaire. Vous savez, ces petites phrases qui permettent de commencer les présentations en disant la psilocybine, ça cible les 5-HT2, la kétamine, ça cible les récepteurs NMDA, et ensuite on passe au reste. Et s'il y a un message que je veux faire passer, c'est qu'en fait, ces assertions reposent sur des modèles qui ont leur biais, qu'on peut interroger de la même manière que tous les autres modèles. Et il ne s'agit pas de faits qui sont parfaitement établis, et il faut savoir les remettre en question. Alors, la première slide, donc, il faut insérer, donc c'est juste pour vous dire que je n'ai pas de lien d'intérêt, parce que je suis habitué plutôt aux boîtes de pétri et aux électrodes. Et maintenant, je vais faire tout de suite un peu une séparation. Donc, pas seulement, je vais vous parler un petit peu de psychédéliques, avec notamment la psilocybine et le LSD. Je vais vous parler aussi de la parenté que vous connaissez tous, qui est la kétamine, qui est largement utilisée. Alors pourquoi ce parallèle? Tout simplement parce qu'on a beaucoup plus de données pharmacologiques sur la kétamine qui permettent de soulever notamment certaines controverses qu'on n'a pas actuellement pour la psilocybine, le LSD, où tout le monde est plutôt d'accord pour dire que ce sont des agonistes des récepteurs 5-HT2. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce soit dans un cas ou dans l'autre, on a une costructure de complexe entre la molécule
et son récepteur d'intérêt, donc avec la kétamine avec le récepteur NMDA qui est ici, le LSD avec le récepteur 5-HT2 ici. Donc ça paraît vraiment solide, on a l'impression qu'on a parfaitement compris, qu'on peut donner les déterminants atomiques de liaison des molécules à leur cible. Et donc, comme je vous ai dit, je vais plutôt finalement maintenant vous parler surtout de kétamine pour après, à la fin, essayer de faire des liens avec les psychédéliques. Donc, je vais d'abord vous parler un peu de ce modèle du récepteur NMDA pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ce récepteur, comment se lie la kétamine. Je vais parler ensuite des limitations de ce modèle qui sont finalement assez nombreuses, avec notamment un dernier article qui est sorti il y a 1 an qui remet fortement ce modèle en question. Alors, là, sur la gauche, ce que vous voyez, c'est un enregistrement électrophysiologique d'une cellule qui exprime des récepteurs NMDA, avec ici la ligne de base qui montre le récepteur à état de repos en absence d'agonistes qui les activent. Lorsque l'on met du glutamate et de la glycine qui permet de désactiver, il y a ce signal vers le bas, c'est le récepteur qui s'ouvre, parce qu'en fait, ce récepteur est un canal ionique qui permet un flux ionique à travers les membranes cellulaires. Et en présence de concentration croissante de kétamine, vous voyez la perte de signal. Ça permet de faire des courbes dose-réponse comme cela. Et on voit que la kétamine inhibe tous les sous-types de récepteurs NMDA avec une affinité autour du micromolaire. Alors, ces récepteurs NMDA, ce sont des récepteurs du glutamate. Comme vous le savez, c'est le principal neurotransmetteur excitateur dans le cerveau. Donc, la grande majorité de vos synapses excitatrices dans le cerveau sont des synapses au glutamate. Avec de nombreux récepteurs, il y a des récepteurs couplés à des protéines G, ici, dont je vais, pour ainsi dire, pas vous parler, et plusieurs récepteurs canaux, c'est-à-dire des récepteurs couplés à un canal ionique, comme je vous disais, qui permet l'ouverture de ce canal après la liaison du glutamate, la dépolarisation du neurone, et ensuite la génération de potentiel d'action. Si on doit vraiment garder une vision simpliste, je vais vous demander de retenir juste le récepteur AMPA, ici, et le récepteur NMDA, qui ont des rôles très distincts. Le récepteur AMPA, notamment, va être un parfait petit soldat qui a des propriétés biophysiques d'ouverture un peu on-off. Il suit à haute fréquence la libération de glutamate du neurone présynaptique. Le récepteur NMDA, lui, a plus un rôle d'intégration. Il est beaucoup plus lent et il intègre l'activité synaptique. Il a aussi une pharmacologie particulière, donc il nécessite la liaison du glutamate pour s'ouvrir, mais il nécessite aussi la liaison de glycine qui sert de coagoniste. Glycine qui n'est pas libérée par les vésicules ici, qui est là plutôt qui est modulée de manière assez lente par notamment la recapture par les cellules gliales. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au potentiel de repos des neurones, qui est négatif, il y a des ions magnésium qui viennent bloquer le port des récepteurs NMDA. Et en fait, pour que ce récepteur NMDA permette un signal, il faut que le neurone se dépolarise un peu pour que le magnésium ressorte du port. Donc, tous ces éléments mis ensemble fait qu'on parle de détecteur de coïncidence. Et c'est ce qu'on pense être la base de la plasticité synaptique dans de nombreux systèmes, qui serait elle-même la base de la mémoire et de l'apprentissage. Alors c'est le cas notamment dans l'hippocampe, où si on enregistre des cellules de CA1 qui reçoivent des inputs depuis CA3, on voit que lors de protocoles de stimulation à haute fréquence, on peut avoir, c'est ce que vous voyez sur le signal ici, une potentialisation de l'activité par stimulation répétée, et cette potentialisation est perdue en présence de l'APV, qui est un inhibiteur des récepteurs NMDA. Donc ça, c'est une vision de manière très succincte, un des rôles principaux des récepteurs NMDA. Alors, comment il fonctionne, ce récepteur? Vous avez ici 2 sous-unités sur les 4 qui composent un récepteur, avec du glutamate qui se lie aux sous-unités de type GluN2, de la glycine qui se lie aux sous-unités de type GluN1. Suite à la liaison de ces agonistes, il y a fermeture de ces domaines ici qui sont couplés directement au canal ionique, ce qui provoque l'ouverture du port. Et là, il y a donc passage des ions et dépolarisation du neurone. Ce que fait la kétamine, et ça on le sait depuis assez longtemps à partir d'études fonctionnelles et d'études de mutagénèse dirigée, et plus récemment avec des études structurales, on sait que la kétamine vient se ficher dans ce port et vient tout simplement agir en tant que bouchon et empêcher le flux des ions. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc ça, c'est une structure de l'an dernier où on voit la kétamine qui vient ici obstruer le port dans le récepteur NMDA. Alors, les mécanismes un peu communément admis de comment cette inhibition par le récepteur NMDA, du récepteur NMDA provoque des effets
les effets que l'on connaît de la kétamine. Un des modèles principaux, c'est que la kétamine agirait principalement sur des interneurones GABAergiques, ce qui provoque une désinhibition, une levée d'inhibition par ces neurones GABAergiques. Et ensuite, cela permettrait l'augmentation de la signalisation glutamatergique qui va pouvoir agir sur les récepteurs AMPA et NMDA et par des cascades indirectes qui impliquent notamment un relargage de BDNF, une production supplémentaire de récepteurs AMPA et une synaptogénèse. Donc une plasticité importante. On voit bien que dans ce modèle-là, la kétamine fait son travail uniquement par le récepteur NMDA et toutes les cascades ensuite sont indirectes. Il n'y a pas d'effet de la kétamine sur le BDNF directement, par exemple. Alors, il y a plusieurs problèmes avec ce modèle. Le premier problème, c'est qu'on connaît de nombreux autres antagonistes des récepteurs NMDA et aucun autre n'a les effets de la kétamine, que ce soit dans les modèles animaux de dépression, par exemple. C'est notamment le cas de deux inhibiteurs bien connus, le MK801 et la mémantine. Alors, je vous en parle, la mémantine, vous le savez sans doute, et a été utilisé dans la maladie d'Alzheimer. Et le MK801 est très connu par les gens qui font de la biophysique du récepteur NMDA. C'est un très bon inhibiteur. Pourquoi je vous parle de ces deux inhibiteurs en particulier? C'est parce qu'ils se logent au même endroit que la kétamine, dans le port du récepteur NMDA. Donc on serait vraiment en droit d'attendre exactement les mêmes effets par ces molécules. Et ce n'est pas le cas. Alors, à partir de là, il y a de nombreuses explications ad hoc. On estime que peut-être il y a des différences dans les mécanismes moléculaires très fins, donc la conformation du récepteur lié à ces molécules pourrait être légèrement différente. On se dit que peut-être ces molécules ne ciblent pas exactement les mêmes sous-types avec la même affinité, mais là on parle vraiment de différences qui seraient vraiment au second ordre, parce que le mécanisme principal est le même. Donc ça, c'est un premier problème. Le second problème, qui n'en est pas forcément un très important, c'est que d'autres récepteurs sont inhibés par la kétamine avec des affinités micromolaires. C'est le cas de récepteurs nicotiniques neuronaux de type alpha-7 qu'on a dans le cerveau. C'est le cas de canaux HCN, vous n'en avez sûrement pas beaucoup entendu parler, mais ça, c'est pour dire, de manière générale, quand on parle de pharmacologie, une molécule a en général plusieurs cibles, à moins d'utiliser des biothérapies avec des anticorps, sinon toutes les molécules ont plusieurs cibles. Et c'est d'autant plus un problème qu'en fait, la kétamine est inhibée et métabolisée assez vite. Et ça, c'est un article qui est sorti il y a 6 ans dans Nature, qui montre que des métabolites de la kétamine gardent les effets antidépresseurs de la kétamine, mais eux-mêmes sont inactifs sur le récepteur NMDA. Donc ça, c'est le premier point. La kétamine est en fait métabolisée assez vite dans le cerveau, avec une demi-vie inférieure à la demi-heure. Et les métabolites de la kétamine, notamment les hydroxynorkétamines, avec cet énantiomère RR ici, qui produit dans des modèles animaux les mêmes effets antidépresseurs que la kétamine. Alors, bon, évidemment, on pourrait parler de la pertinence des modèles animaux. Ces effets antidépresseurs ont été regardés avec principalement deux types de modèles. Le force swim test, donc regarder si un animal qu'on met dans une bassine d'eau essaye longtemps à se battre pour essayer de nager pour trouver une sortie ou est-ce qu'il abandonne vite. Et d'autres modèles dont je vous parlerai après, qui sont des modèles de conditionnement à la peur avec des réflexes pavloviens à la peur. Alors, donc, comme je vous disais, ces métabolites, le problème c'est qu'ils n'ont aucun effet sur le récepteur NMDA. Ici, vous avez une courbe de liaison du MK801 et de la kétamine sur le récepteur NMDA avec une affinité micromolaire pour la kétamine. On a les deux énantiomères, S-kétamine et R-kétamine. Et vous voyez ici les métabolites qui, jusqu'à 10 micromolaires, n'ont aucun effet, n'ont aucune liaison sur le récepteur NMDA. Et c'est ce que l'on voit aussi en enregistrement électrophysiologique. Là, ce sont sur les tranches de cerveau de rats. On voit que l'application de NMDA, ce sont les petites flèches ici qui permettent d'obtenir un courant porté par ces récepteurs NMDA, donne ces déflexions vers le bas, et ces déflexions sont inhibées en présence de kétamine et sont totalement inaffectées par la présence des métabolites de la kétamine. C'est ce que vous voyez en résultat ici. Et à contrario, les métabolites de la kétamine, je vous parlais tout à l'heure des récepteurs nicotiniques de type alpha-7, ces métabolites ont un effet inhibiteur avec de très bonnes affinités sur les récepteurs alpha-7. Donc rien que sur cette base-là,
on serait tout à fait en droit de dire finalement les récepteurs nicotiniques de type alpha-7 sont d'aussi bons candidats que les récepteurs NMDA pour expliquer les effets de la kétamine. Alors pour ne rien simplifier avec cet exemple en particulier, c'est qu'il y a aussi des groupes qui prétendent qu'il y a des complexes entre récepteurs NMDA et récepteurs nicotiniques. Ça, c'est avec quelques données de biochimie, c'est très peu clair. Et dans ce cadre-là, on ne sait pas du tout quel serait l'effet de la kétamine dessus. On ne connaît pas la composition exacte de ce complexe. On ne sait pas comment les deux récepteurs interagissent ensemble. Donc ça, c'est une vraie boîte noire. Mais alors, le vrai changement récemment, c'est cet article publié dans Cell il y a un an, qui montre que ce métabolite de la kétamine, ici, se lie à TRKB, qui est le récepteur du BDNF à la synapse, avec une affinité micromolaire, donc comme ce que l'on a pour la kétamine avec le récepteur NMDA. Et par modélisation moléculaire et docking, ils ont trouvé ce qu'ils pensent être le site de liaison de la kétamine, mais aussi d'ISRS ou d'antidépresseurs tricycliques au niveau du domaine transmembranaire de TRKB, avec ce résidu ici, cette tyrosine, qui semblait importante. Les auteurs ont décidé de muter cette tyrosine et vous voyez une perte notable d'affinité pour le métabolite de la kétamine, l'hydroxynorkétamine ici, d'à peu près 2 ordres de grandeur. Il s'avère que lorsque l'on introduit, donc là ce sont sur des cellules, sur des neurones de rats en culture, qui surexpriment TRKB couplé à une protéine fluorescente, la GFP. Cela permet de faire des expériences de photobleaching où on vient avec un laser illuminer très fortement une zone d'intérêt et on mesure le temps nécessaire pour la fluorescence, pour le signal de fluorescence de réapparaître. Et donc vous voyez ici, il y a une épine dendritique. Après le photobleaching en condition contrôle, même en attendant longtemps, on ne retrouve pas de signal de fluorescence dans cette épine. A contrario, en présence de kétamine, on fait la même expérience et le signal de fluorescence revient beaucoup plus vite. Donc ça, ce sont sur les récepteurs TRKB sauvages. Les auteurs montrent qu'il y a du coup un trafficking membranaire de TRKB qui est favorisé par la kétamine. Et ce trafficking, il est perdu avec la mutation dont je vous parlais, qui permet de diminuer la liaison de la kétamine sur TRKB. Donc ça, vous pourrez dire, bon, c'est bien joli, c'est dans une boîte de pétri. Finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est le comportement chez les animaux. Donc ils ont introduit cette mutation dans des souris knock-in, et ils ont utilisé aussi des tests comportementaux pour servir de proxy, de mesure de l'effet antidépresseur. Alors évidemment, toujours avec les imperfections que ça comporte par rapport à l'interprétation chez l'homme. Mais que ce soit aussi dans le temps d'immobilité, dans des tests de force wind test, où on mesure du coup cette capacité des animaux à essayer de sortir d'une bassine remplie d'eau, ou alors dans des tests de conditionnement à la peur, ce que l'on voit, c'est que chez les animaux sauvages, la kétamine a un effet antidépresseur-like, alors que les animaux avec cette mutation tyrosine en phénylalanine qui permet de perdre la liaison de la kétamine sur TRKB, on n'a plus ces effets antidépresseurs. Alors, ce qui est aussi assez perturbant, c'est que les mêmes effets sont obtenus avec des antidépresseurs tricycliques et des antidépresseurs ISRS. Donc, les auteurs suggèrent qu'en fait, une bonne partie des effets des antidépresseurs passent par TRKB directement, plutôt, par exemple, que par le niveau de sérotonine. Alors, il ne s'agit pas de dire que ça n'a pas d'importance, mais c'est quand même un gros pavé dans la mare. Alors, il y a des incertitudes qui demeurent avec cette étude. La première, la principale, c'est que cette mutation dont je vous parlais, qui est clé dans la démonstration des auteurs, a d'autres effets que la liaison des antidépresseurs à TRKB. Donc ça, c'est ce que vous pouvez voir ici, c'est la liaison de cholestérol. Donc il y en a une perte de liaison de cholestérol à TRKB, et dans le même article, les auteurs montrent que ce cholestérol module les propriétés de signalisation de TRKB par le BDNF. Donc ça, évidemment, ça introduit un gros biais. Pour ce qui est de la liaison du BDNF en soi, elle semble préservée quand on mute, quand on introduit la mutation du récepteur. Par contre, la phosphorylation après liaison du BDNF de TRKB est perdue
avec cette mutation, ce qui pose un premier problème. Deuxième problème, c'est que la mutation, ici Y en tyrosine en phénylalanine, abolit l'effet du BDNF sur le trafic membranaire de TRKB. C'est-à-dire que cette mutation, peu importe chaque mécanisme séparé, n'a pas qu'un effet sur la liaison des antidépresseurs, et on pourrait tout à fait imaginer que cette mutation a des effets sur la signalisation globale de TRKB, et que s'il y a des modifications en amont de la concentration de BDNF par NMDA ou autre mécanisme, alors ces voies seraient affectées par cette mutation. Donc la démonstration n'est pas encore parfaite, mais elle procure quand même de sérieux arguments pour dire que potentiellement c'est directement les récepteurs du BDNF qui sont la cible de la kétamine. Alors quand même, là j'étais un petit peu négatif. En point rassurant, c'est que les souris avec la mutation tyrosine en phénylalanine ont le même comportement de base que les souris sauvages. Donc, ce qui veut dire quand même qu'on n'a pas dû trop affecter la signalisation par le BDNF chez ces souris. Alors, l'outil idéal, vous vous en doutez, ce serait une mutation qui ciblerait spécifiquement la liaison des antidépresseurs sans avoir aucun effet en soi sur les signalisations par le TRKB. Alors, la conclusion générale, c'est qu'en pharmacologie, il ne faut vraiment pas décréter trop vite avoir trouvé la cible. Même si on a, par exemple, une structure cristallographique, la structure cristallographique d'un complexe prouve seulement qu'il y a un complexe avec une bonne affinité du ligand pour cette protéine. Ça ne prouve rien d'autre, ça ne prouve absolument pas que cette protéine est impliquée dans les mécanismes, dans les effets que vous allez voir chez les patients en leur administrant une molécule. Et d'ailleurs, en parlant d'affinité, c'est un point que je n'ai pas abordé ici, mais finalement, on se moque un peu de savoir quel est le récepteur avec la meilleure affinité, du moment que l'affinité est couverte par les concentrations cliniquement atteignables. Donc finalement, que le récepteur soit inhibé par 10 nanomolaires ou 1 micromolaire de kétamine, si le patient a atteint 10 micromolaires de kétamine, finalement, ça a peu d'importance. Donc il faut savoir remettre les modèles existants en question, et finalement c'est toujours le même message, quel que soit le domaine dans lequel on est en science, il faut faire très attention à bien séparer ce qui est corrélation et causalité. Et en l'occurrence, si on veut parler de causalité avec ces modèles-là, il faut passer par exemple par des modèles animaux knock-in où on vient spécifiquement altérer une seule propriété d'un récepteur pour regarder quel va être l'effet. Alors donc ce que je vous ai présenté aujourd'hui pour la kétamine, bien, potentiellement, rien ne nous interdit de penser que chez la psilocybine et chez le LSD, tout ne passe pas parfaitement par le récepteur 5-HT2. Il est possible que d'autres récepteurs soient en jeu. Notamment, on sait que les récepteurs adrénergiques, les récepteurs dopaminergiques lient LSD et psilocybine. Est-ce que cela a un impact dans ce que vous voyez chez les patients? C'est peu clair. Peut-être qu'il y a d'autres cibles aussi, parce qu'évidemment, en pharmacologie, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc, dans les cibles classiques de molécules, on regarde en général les GPCR, les récepteurs couplés à des protéines G, parce que ce sont des médiateurs classiques. On ne regarde pas forcément TRKB, comme ça a été fait pour la kétamine ici. On ne regarde pas toujours correctement les récepteurs canoïoniques, donc récepteurs NMDA, nicotiniques. Donc finalement, il y a quand même déjà des biais dans ce que l'on cherche. Et donc, comme je vous disais, je pense qu'il faudra vraiment passer par des modèles, notamment chez le rongeur, de knock-in, pour essayer de cibler spécifiquement quelles propriétés du LSD ou de la psilocybine ou de la kétamine on veut modifier. Donc, est-ce qu'on va vouloir regarder l'effet sur les récepteurs adrénergiques ou dopaminergiques? Et ça implique de bien comprendre effectivement les modes de liaison, donc là, les structures sont très utiles, pour pouvoir introduire des mutations qui vont affecter les propriétés de base de manière très spécifique. Alors, ça implique évidemment, malheureusement, une grande discussion sur que va être un modèle animal pertinent si on veut regarder les effets du LSD. Parler de regarder l'évolution des croyances métaphysiques d'une souris, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, mais il va falloir à un moment ou un autre trouver un peu un proxy, un dialogue entre ces différentes échelles pour être sûr de ce qu'on raconte et comprendre au niveau moléculaire, mais du coup aussi au niveau cellulaire, et comment tout cela fonctionne. Ça nous renseignera sur les modes d'action de ces molécules, mais aussi sur les modes d'action, sur le fonctionnement des réseaux de neurones
et tout. Donc un peu sur une approche un peu top-down versus ce qui serait fait chez le patient. On regarde, bottom-up versus du top-down. On regarde du coup les effets cliniques que vous connaissez bien mieux que moi. Voilà, ici, je voulais juste remercier brièvement les laboratoires par lesquels je suis passé, donc avec le récepteur NMDA sur lequel j'ai passé pas mal de temps en thèse à l'ENS dans le laboratoire de Pierre Paoletti. J'ai ensuite changé un peu de fusil d'épaule, mais toujours sur des travaux de relation entre la structure et la fonction de récepteurs sur les récepteurs, la grande famille des récepteurs canaux-pentamériques, qui inclut GABA, glycine et nicotinique, que ce soit à Londres ou après au CNRS à l'Institut Pasteur chez Pierre-Jean Coranger, et aussi à venir, j'espère, avec du coup Éric Burger et Luc Mallet, justement sur les aspects de psychédéliques, et essayer de comprendre un peu, d'un point de vue moléculaire, comment on peut faire sens des données que l'on a. Et merci pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Marc, pour cette plongée impressionnante dans la serrurerie cellulaire. Est-ce que on a le temps pour une question, je pense? Oui, Michael. Oui, c'est fascinant ce que tu as présenté. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait avec l'effet clinique de dissociation qui semble être important pour l'effet antidépresseur. Je n'ai pas entendu jusqu'à là que ça peut être un phénomène lié au BDNF, mais plutôt voilà, l'activité globale. Et donc, est-ce que tu crois que c'est un épiphénomène pas nécessaire pour l'effet clinique? Et deuxième question, voilà, ça suffit peut-être. Ah oui, la spécificité du BDNF. D'après ce que j'ai appris, le peu que je sais sur le BDNF, c'est peu spécifique. Il y a une perte ou une chute dans les maladies neurodégénératives. Et donc, j'ai un peu du mal à croire que ça, c'est spécifique pour la dépression. Ouais. Alors, je vais commencer par la dernière qui est un peu plus rapide. Effectivement, le BDNF n'est pas spécifique. Il y a plusieurs récepteurs. Au niveau neuronal, un des principaux récepteurs, ça reste quand même le TRKB. Et là, c'est justement finalement la force de cette étude dont j'ai parlé, c'est que là, on a une mutation dans TRKB et là, ça donne toute la spécificité au BDNF. Mais après, c'est vrai que quand on parle, je ne veux pas que vous partiez avec l'idée que le NMDA n'a pas de rôle dans la kétamine. Là, on parle de vision quand même assez simpliste, où on a une mesure très simple dans un test, force swim test chez une souris. Ça ne révèle sans doute pas tous les effets de la kétamine, et notamment d'ailleurs pour s'il y a des effets dissociatifs, ça, ce n'est pas du tout regardé chez la souris. Personnellement, je ne sais pas comment on pourrait faire, et il va falloir essayer de voir comment on peut faire, mais ce n'est pas avec un test force swim test et pas avec un fear conditioning qu'on va y arriver. Donc ça me permet de rebondir sur la première question, alors qui était... mince, tu peux me redire en... Les effets dissociatifs. Oui, voilà. Ouais. Et donc, sur les effets dissociatifs, justement, là, je parle du coup de boîte de pétri et de souris, et c'est sûr que là, les effets dissociatifs, je peux rien dire. Là. Et est-ce que ça passe par est-ce que ce sont les mêmes voies qui expliquent les effets dissociatifs et les effets antidépresseurs? Est-ce que les effets dissociatifs passent pour la kétamine par le NMDA et antidépresseurs par TRKB? C'est sans doute beaucoup plus compliqué que ça. Il y a sûrement un overlap entre les deux, mais ça, je peux spéculer pendant des heures, mais je ne vais pas pouvoir répondre. Bon, merci beaucoup. Alors, je pense que, sur les effets dissociatifs, je mentionne un papier de Karl Desroth il y a déjà quelques mois qui a montré des oscillations à 3 Hz dans des parties postérieures du cerveau qui pourraient être un proxy intéressant, c'est-à-dire que ça souligne en tout cas l'intérêt d'avoir une approche multidisciplinaire, d'intégrer un certain nombre de techniques, peut-être pas uniquement comportementales au sens strict, mais d'aller vers quelque chose comme ça. Et donc, je vous remercie à tous d'avoir été là. Je signale pour ceux qui sont intéressés, je recommande de veiller un peu sur le site de l'Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie, parce que j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer officiellement le fait que je viens de demander, on a été accordé la création d'une section de médecine psychédélique
à la FPBN et qui va être animé par un certain nombre de gens, et notamment de jeunes psychiatres très motivés, et qui va donc produire la possibilité de rencontres, de réflexions, de réseaux de réflexion et de recherche. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez veiller les informations qui sont sur la FPBN dans l'avenir, et il va y avoir des choses assez vite qui vont permettre de structurer tout ce champ de réflexion. Merci vraiment à Michael, Marc et Vincent d'avoir été là, et à vous tous d'avoir été là, et bonne fin de congrès.